les autres par la gestion de la crise et des nouvelles annonces. Donc cette conférence de presse, elle ne peut pas être interactive. Elle est destinée à vous donner un état des lieux de la manière dont on s'organise à la suite des annonces du chef de l'État d'hier soir. Et donc nous avons choisi de vous l'annoncer à l'échelon régional que nous représentons. Et je remercie vraiment le président de la région Bretagne d'avoir accepté de se joindre à monsieur le recteur, à monsieur le directeur général de l'ARS et à moi-même. Alors, je voudrais rappeler, parce que en ce temps un peu anxiogène pour la population, il est très très important, nous semble-t-il, de donner une information claire sur les mesures qui ont été prises. Deux types de mesures que je vais annoncer, synthétiser brièvement avant de les faire compléter par le directeur de l'Agence régionale de santé et par le recteur. Première mesure, à compter de lundi, seront fermés les crèches, les établissements scolaires du premier et du second degré, les lycées, les universités, et il faut y assimiler les centres de formation des apprentis. C'est la première série de mesures annoncées par le chef de l'État. La deuxième série de mesures, et les mots sont importants, c'est un soutien massif qui doit être apporté, qui va être apporté à l'économie, afin que tout le pays ne pâtisse pas d'une situation liée à l'épidémie de coronavirus. Ce que nous cherchons toujours à faire depuis la dernière conférence de presse, c'est atténuer la propagation du virus sur le territoire national et donc amoindrir le pic épidémique dont personne ne sait quand il arrivera véritablement, mais qui arrivera en France comme il est arrivé ailleurs, et notamment chez nos voisins italiens. Il a été décidé, à la suite de l'annonce de la fermeture des établissements scolaires, que la priorité numéro 1, afin que l'appareil de santé, je vais l'appeler comme ça, reste en état de marche, d'accorder une dérogation aux enfants des personnels qui concourent au fonctionnement de l'appareil de santé. Et donc, les enfants de ces personnes continueront à être accueillis dans le système scolaire qui sera fermé pour les autres à partir de lundi. Et je laisserai bien sûr monsieur le recteur expliquer après moi comment l'éducation nationale va s'organiser. Puisque les établissements vont rester ouverts lundi pour accueillir les enfants du système de santé au sens large, pas uniquement les enfants des personnels de santé qui travaillent à l'hôpital public, mais aussi les enfants de ceux qui travaillent dans les structures privées en médecine libérale et qui sont même dans des professions type kiné, mais je vous laisserai, monsieur le directeur, le préciser. Puisque les établissements restent ouverts, alors les transports publics et les transports scolaires continuent à fonctionner, parce que sinon, on aurait du mal à faire fonctionner tout ça. Donc voilà, pour synthétiser, avant que ce soit complété, la première série de mesures. La deuxième mesure, la première série de mesures, la fermeture des écoles, sera matérialisée par un texte à portée nationale pris par le ministre de l'Éducation nationale. Et donc, nous n'aurons rien à faire, les élus n'auront rien à faire pour fermer les écoles, les présidents de conseils départementaux n'auront rien à faire pour fermer les collèges, et les présidents de conseils régionaux n'auront rien à faire pour fermer les lycées. La base légale sera un texte national de portée nationale. Deuxième annonce faite aujourd'hui à midi aux informations de 13h par le Premier ministre, annonce qui elle aussi va se matérialiser par un acte juridique à portée nationale, c'est l'abaissement à 100 du seuil qui est aujourd'hui, à l'heure où nous nous parlons, 1000, du nombre de rassemblements de personnes pouvant participer à un rassemblement. Donc dès que nous aurons ce texte, vraisemblablement demain ou dimanche, tout rassemblement de plus de 100 personnes sera désormais interdit, toujours avec l'objectif de freiner la propagation rapide du virus. Cet abaissement à 100 des rassemblements autorisés n'exclura pas la possibilité pour les préfets qui sont habilités par le ministre de la Santé, ne les empêchera pas de durcir ce seuil de 100, notamment dans ce qu'on appelle les clusters, c'est-à-dire dans celles des zones où le virus se propage de manière particulièrement rapide. Donc nous pourrons toujours durcir ce seuil de 100. Enfin, cette mesure d'abaissement à 100 ne concerne pas les commerces
qui sont considérés comme participants à la continuité de la vie de la nation, pas seulement économique. Donc ça ne s'applique pas au marché ouvert et ça ne s'applique pas non plus au commerce alimentaire et autres quand ils sont groupés dans le même endroit. Et les Français pourront continuer à aller faire leurs courses et à trouver à se nourrir et à se fournir, ce qui rend totalement inutile des comportements qui consistent à se précipiter dans les supermarchés pour faire des provisions, puisque l'interdiction ne touche pas les commerces. Dernière chose, cette interdiction ne signifie pas une interdiction générale des manifestations revendicatives, qui sont elles aussi considérées comme un élément essentiel de la vie de la nation et qui sont donc soustraites à cette interdiction, même si on peut considérer que dans la phase actuelle, il serait utile de freiner la vie sociale de manière générale, mais il n'y a pas d'interdiction générale de manifester. Donc moi, je vous propose, donc voilà les deux grands types de mesures. Ce qui est devant nous à l'échelon de chaque département et à l'échelle de la région, c'est la manière dont nous allons nous organiser dans un premier temps pour assurer l'accueil des enfants, des personnels de l'appareil de santé. Je le dis comme ça, c'est plus large que d'énumérer des fonctions. Donc comment l'éducation nationale va s'organiser, les gestionnaires des transports et comment nous allons faire en sorte que l'appareil de santé, parce que notamment il pourra faire garder ses enfants, pourra vraiment monter en puissance pour être en capacité de répondre à quelque chose qui arrive et qui s'appelle un pic épidémique, mais qui ne doit pas nous faire perdre de vue que le nombre de cas est encore maîtrisable et maîtrisé, et que la vie, par ailleurs, doit quand même, même si nous devons restreindre tous notre vie sociale, même s'il y a une vraie urgence à respecter les gestes barrières qui sont la meilleure défense contre la propagation du virus, mais que néanmoins, la vie continue en France et qu'on peut continuer à sortir, à faire ses courses et même à aller manifester. Donc je propose, dans l'ordre que vous voulez, Monsieur le Recteur, Monsieur le Directeur général de l'ARS, que ces deux grandes types de mesures soient déclinés un peu plus finement. Peut-être Monsieur le Directeur général de l'ARS, parce qu'après tout, on est dans une crise sanitaire. Et puis je passerai la parole au président de la région Bretagne. Merci Madame la Préfète. Oui, quelques mots. L'enjeu par rapport aux décisions qui ont été annoncées par le Président de la République hier soir du point de vue sanitaire, c'est en effet de continuer à prendre toute disposition pour freiner la propagation du virus. Et c'est pour ça que le choix qui a été fait de fermer l'ensemble des établissements scolaires et universitaires, ainsi que les crèches, est en effet de freiner la propagation du virus. Nous avons beaucoup de chance parce que ce virus est bénin en général pour les jeunes personnes et pour les enfants. Mais en revanche, ce virus, les enfants et les jeunes personnes sont très contagieux. Donc le virus circule chez les enfants et donc c'est pour ça qu'a été choisi en effet de fermer l'ensemble des établissements scolaires. En revanche, comme l'indiquait Madame la Préfète, l'enjeu est également de préserver les ressources du système de santé, car nous savons très bien que nous allons avoir au niveau hospitalier, mais également au niveau de la médecine de ville, un surcroît d'activité très important, et donc il faut savoir s'y préparer. Et la meilleure façon de préserver les ressources du système de santé, ce sont ces ressources humaines, et donc il faut être en capacité de mobiliser l'ensemble des ressources humaines et l'ensemble des soignants du système de santé. C'est pour ça qu'il a été choisi toute une série de dérogations par rapport à l'accueil dans les établissements scolaires, notamment des enfants, des soignants. Et donc, je peux vous annoncer que tout personnel qui travaille dans les établissements de santé, dans les hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, donc tous les enfants de ces personnels pourront être accueillis en effet dans les écoles. Ce sont aussi, il faut penser à la préservation et au travail auprès de nos aînés, les personnes qui travaillent dans les établissements médico-sociaux, et je pense notamment bien sûr aux EHPAD, mais aussi aux jeunes personnes qui sont en situation de handicap au sein des IME ou au sein des maisons d'accueil spécialisées pour les adultes en situation de handicap. Donc, ça, et bien entendu, également pour les personnes
de la médecine de ville, qui travaillent les professionnels de la médecine de ville. Il s'agit des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, des sages-femmes, des transporteurs sanitaires également qui pourront bénéficier de cet accueil au sein des écoles pour leurs enfants dans le cadre de cette gestion. Donc cet accueil, monsieur le recteur le précisera, s'organisera progressivement dès lundi matin. Les personnes pourront justifier de leur identité professionnelle avec leur carte professionnelle de santé s'agissant des professionnels libéraux ou tout simplement avec une attestation de leur employeur s'agissant de ceux qui travaillent dans les établissements de santé, une attestation de leur employeur ou même une fiche de paye avec mention de leur employeur. Voilà comment concrètement les choses vont s'organiser à compter de ce lundi 16 mars. Une petite précision, monsieur le directeur, bénéficie aussi d'une dérogation au principe de fermeture de tous les établissements accueillant des enfants de 0 à 18 ans et même université. Ce sont les crèches hospitalières qui restent ouvertes et qui vont permettre au personnel hospitalier de continuer à y accompagner leurs enfants. Donc les crèches. Et donc, monsieur le recteur va pouvoir vous décliner comment l'éducation nationale s'organise pour assurer, dans un premier temps, même si la liste des personnes accueillies peut évoluer dans le temps, mais lundi, il s'agit d'accueillir ces personnes-là qui viennent, les enfants des personnes qui viennent d'être citées. Merci Madame la Préfète. Peut-être avant de parler très directement des personnels de santé, vous dire que l'éducation nationale et l'enseignement supérieur va effectivement s'organiser puisque la décision du président de la République concerne les écoles, les collèges, les lycées et les universités, c'est-à-dire les filières d'enseignement supérieur, ce qui représente en Bretagne 612 000 élèves concernés et 128 000 étudiants au niveau de la région Bretagne. Ça veut dire d'abord pour nous que nous continuons, ça fait quelques jours déjà qu'on a l'habitude de travailler sur ce sujet, on doit d'abord assurer ce qu'on appelle la continuité pédagogique pour l'ensemble de ces élèves, bien évidemment, qui sont concernés par ça, puisqu'à partir de lundi, ils vont tous être en situation de ce que connaissaient les anciens clusters, pour parler ainsi, et donc il nous faut assurer la continuité pédagogique. Donc tous les corps d'inspection, les équipes enseignantes, les chefs d'établissement se mobilisent pour assurer cette continuité pédagogique en lien avec les parents d'élèves, avec les familles, pour pouvoir effectivement continuer le travail. L'idée, c'est qu'aucun élève reste sur le bord de la route et qu'il puisse continuer à travailler par des travaux qui sont donnés à distance, par rapport à la plateforme du CNED notamment, mais aussi par rapport à toutes les ressources numériques que nous développons en Bretagne. Il doit y avoir à peu près 5% des familles qui n'ont pas forcément le niveau Internet attendu pour pouvoir le faire. Et là aussi, on prépare des solutions papier pour eux avec des enveloppes qui sont distribuées. Ça, c'est vraiment pour l'ensemble des familles de Bretagne et l'ensemble des étudiants aussi, à qui on va proposer des solutions e-learning depuis les universités. On va réactiver dans l'université les MOOC universitaires que nos étudiants sont habitués à utiliser sur le plan national. Donc, et bien évidemment, ce qu'a dit Mme la Préfète est important, c'est qu'on continue à travailler. Donc, les équipes sont mobilisées par rapport à ça et donc les établissements travaillent, les laboratoires de recherche continuent à travailler. On imagine bien pourquoi. Et évidemment, on assure depuis nos établissements aussi cette continuité pédagogique chaque fois que cela est possible. Sinon, on le fait aussi par le biais du télétravail. En ce qui concerne les personnels de santé, donc puisque nous travaillons à l'intérieur de nos établissements, nous accueillons, avec la liste qui vient d'être déclinée par monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé, ces personnels qui viendront montrer leur carte professionnelle et déposer leurs enfants dans les écoles qui sont leurs écoles habituelles. On ne va pas changer d'école par rapport à ça. Et on assure le service pour eux sur place dans les écoles habituelles pour pouvoir les accueillir et nous organiser entre lundi et mardi. Je ne sais pas comment les choses vont pouvoir se faire, mais on va prendre le temps de s'organiser entre lundi et mardi. Voilà, en tout cas, les deux messages que nous, on tient à faire passer, c'est d'un côté la continuité pédagogique essentielle et puis l'accueil des enfants strictement des personnels de santé entre lundi et mardi pour voir comment eux aussi vont bénéficier de cette continuité pédagogique par rapport à cela. Une autre précision importante, en vous écoutant, monsieur le recteur, pardonnez-nous, mais quand on dit garantie de l'accueil des enfants, des personnes indispensables au fonctionnement des personnels de santé, il s'agit des enfants. Ça veut dire que sont accueillis avec une garantie les enfants jusqu'au collège inclus. Ça ne concerne pas le lycée, puisque nous souhaitons faire passer des choses opérationnelles, que les gens ne soient pas perdus.
Donc ce sont jusqu'au collège inclus, d'où le terme enfant. Absolument. On Et parle pas de principe de bon adolescent. sens, c'est entre 0 et C'est 16 du ans bon et ça sens. concerne les Voilà. enfants et les collégiens. On estime que les lycéens peuvent se garder Se garder eux-mêmes, même si certains parents trouveront sans doute que ce serait bien qu'on les garde, mais donc c'est vraiment jusqu'à 16 ans. Et ce sont les mêmes. Ils sont courts. On dit garde d'enfants par commodité. Le recteur vient de vous expliquer que l'Éducation nationale se met en situation d'assurer une continuité pédagogique. Pour nous, la priorité, c'est une égalité vraiment de la continuité pédagogique pour tous. Et cette question des égalités, pour nous, est très importante, puisque comme on va se baser sur des ressources numériques, sur de l'enseignement à distance, mais sur des accueils aussi, il va être très clair que pour nous, la priorité d'égalité devant l'enseignement est quelque chose de très très important au niveau de la bretagne. Comment on peut assurer une égalité s'il y a des gens qui ont des profs devant eux et d'autres qui ont des plateformes numériques? Ce sera la même chose qui sera proposée. Vous savez, c'est ce qu'on appelle un programme. Et le programme, on le suit dans les meilleures conditions possibles. Ce ne seront pas des cours qui sont donnés, c'est la continuité pédagogique la même pour tous. À partir de la semaine prochaine, les professeurs des écoles, par exemple, ils vont en cours, ils vont dans les écoles, ils restent à l'année. Comment ça se passe? À partir de la semaine prochaine, les professeurs des écoles, par exemple, vont en classe, ils restent en classe une partie. Tout dépend des situations. Encore une fois, nous, le lien qui préside, c'est le lien de la continuité pédagogique. Si on est en situation de devoir faire du télétravail, on fait du télétravail. Si on est en situation de pouvoir se réunir dans son établissement pour faire depuis l'établissement son télétravail aussi, puisque ça sera basé aussi sur des ressources numériques, on le fait depuis l'établissement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait pour chaque parent du répondant, c'est-à-dire effectivement que les professeurs, ce qu'ils font déjà très bien, hein, on mesure ça depuis une semaine, continuent à répondre aux familles, aux élèves, restent en contact par l'espace numérique de travail, hein, par lequel on suit à la fois les travaux des élèves depuis le collège jusqu'au lycée. Donc c'est vraiment quelque chose qui est déjà très habituel de maintenir ce lien pédagogique. Donc on le fait dans la meilleure situation possible par rapport à ça, et en plus, en assurant le service pour les enfants des personnels de santé. Et pour les enseignants de maternelle, il y a la continuité pédagogique. Est-ce qu'on peut se réquisitionner? Il y a aussi de la continuité pédagogique qui est mise en œuvre notamment par le biais du CNED, mais aussi par la relation directe des travaux qu'on va pouvoir donner par rapport à cela. Pour la maternelle? Non, pas pour la maternelle. Monsieur le recteur, peut-être une précision, question que vous pourriez poser sur les examens, les concours, notamment pour le niveau universitaire, qui fait aussi partie des choses pour lesquelles nous avons... Alors, étant entendu que nous adapterons, c'est ce qu'a dit le chef de l'État hier, personne ne sait le stade de l'épidémie demain, nous devrons, ce qui est requis de nous tous, c'est une forme de calme, a dit, de vraie coordination et aussi d'agilité, de capacité à s'adapter à une doctrine qui peut changer demain. Donc j'appelle votre attention sur le fait que ce que nous vous disons aujourd'hui, accueil réservé pour les seuls enfants, peut évoluer demain et nous sommes ici pour décliner sur le territoire avec agilité, calme et détermination une doctrine qui peut changer. En tout cas, aujourd'hui, la doctrine pour les concours et examens, je laisse monsieur le recteur vous la dire. La doctrine pour les concours et les examens, c'est pour l'instant, et avec la formule rituelle du moment, c'est-à-dire jusqu'à nouvel ordre, nous maintenons les concours et les examens chaque fois qu'il est possible de les maintenir dans les conditions qui sont les conditions requises dans le cadre de cette crise sanitaire, c'est-à-dire une distance un petit peu plus grande que nous avons entre vous et moi, et des situations de concours qui permettent d'être maintenues, puisque en situation de concours, on reste dans une certaine durée, effectivement, pour pouvoir plancher sur les épreuves en termes d'examen. Donc c'est vraiment, pour l'instant, de cette continuité qu'on assure aussi de ce côté-là, jusqu'à nouvel ordre. Et quand les examens, quand les concours ont réuni plusieurs milliers de candidats par Expo, par exemple, ça se passe comment? Encore une fois, jusqu'à aujourd'hui, on a fait la liste des concours. Pour l'instant, on maintient tous ceux qu'il est possible de maintenir dans de bonnes conditions, qui sont les conditions à respecter. Vous aurez Certains noté... sont déjà annulés? Non, Ah non, aucun. Non, pour l'instant, on Vous reste... aurez noté que nous avons une date de début de ces mesures exceptionnelles, que nous n'avons pas de date de fin. L'hypothèse des vacances de printemps est évoquée, mais encore une fois, nous n'en savons rien. Nous nous livrons tous à un recensement de tous ces grands rassemblements. Et donc la doctrine aujourd'hui, c'est dans toute la mesure du possible, c'est-à-dire s'ils ne mettent pas en danger la santé publique, les concours et examens sont maintenus. Voilà la doctrine. Madame, je n'ai pas dit ça. J'ai dit aujourd'hui, dans toute la mesure du possible, et en respectant les règles de sécurité sanitaire, les concours et examens sont maintenus. Est-ce qu'il existe une plateforme pour les lycées professionnels de ministère de nous ont dit, attention, il n'y a pas de plateforme pour les lycées
Alors, nous avons un espace numérique de travail en Bretagne qui s'appelle l'espace Étincelle, qui relève effectivement des contenus de cours qu'on peut dispenser au lycée professionnel. Ce sont des choses qu'on ne trouve pas sur toutes les plateformes, mais en Bretagne, sur les lycées professionnels, on a effectivement cette possibilité. Et pour ces lycéens-là, le stage continue, ils peuvent continuer Alors, normalement? ça continue normalement en entreprise, pas dans toutes les entreprises, parce qu'on peut imaginer qu'il y a des lycéens qui se trouvent précisément en situation de contact avec des personnes dites fragiles. Dans ces cas-là, on prend les mesures des précautions qui s'imposent. Si effectivement l'employeur et la situation de stage est d'accord, bien entendu, on est en situation de stage, donc on peut continuer son stage. On n'est pas en contact comme on l'est dans un établissement traditionnel. Avez-vous une idée du nombre d'élèves qui peuvent être accueillis à partir de lundi, les parents travaillent Le recensement a été fait par la direction générale de l'ARS. On a une épure peut-être. On a une première estimation. Je serai prudent par rapport aux chiffres parce que c'est une première épure dans la mesure où il y a aussi, comme vous le savez, des soignants qui pourront aussi prendre d'autres dispositions aussi dans leur cercle familial, par exemple, ou avec d'autres mesures. Mais c'est potentiellement plusieurs dizaines de milliers d'enfants à accueillir. Donc c'est un nombre. On va dire. Oui, voilà. Un peu moins de 100 000. Oui, donc c'est un nombre important. Et c'est en Bretagne. Et c'est pour ça que l'accueil se fait dans l'ensemble des écoles, s'organisera justement pour pouvoir, et on verra comment ça s'organise concrètement à compter de lundi. En précisant qu'ils sont accueillis, bien sûr, mais ça va peut-être mieux en le disant, ils sont accueillis dans les établissements où ils sont scolarisés. Hein, ça va de soi. Et bien entendu, nous, on fera le bilan entre lundi et mardi de ceux qui choisissent cette solution, parce que des parents peuvent choisir aussi la solution d'une garde à la maison. Hein, c'est un service qu'on propose, et nous verront entre les 2 jours comment justement ce service va devoir nous permettre de nous organiser. Chaque chose, effectivement, va être conduite dans la durée par rapport à ça. Ils seront accueillis par les instituteurs? Ils seront accueillis dans leurs établissements par les équipes qui seront mobilisables. Je ne vais pas vous dire comme d'habitude, parce que là encore, on est très attentif au fait que d'abord, ça va être les enseignants qui seront disponibles pour pouvoir le faire dans la situation que nous connaissons actuelle. Voilà. Je vous propose de donner la parole au président du conseil régional de Bretagne. C'est vous donner une information au niveau régional. Je vous excuserai, c'est pas facile avec les micros, mais c'est souvent, mais c'est pas grave. Merci Madame la Préfète. Je vais ajouter juste quelques mots pour dire que, bien entendu, la région Bretagne, comme toutes les collectivités de Bretagne, nous sommes concernés, mobilisés avec l'ensemble des agents qui travaillent à nos côtés pour accompagner l'ensemble du territoire et l'ensemble du pays dans cette période de crise. Il faut passer cette crise, comme le président de la République l'a dit hier soir. Il convient que chacun s'organise et assume ses responsabilités. La responsabilité des collectivités aux côtés de l'Éducation nationale pour les communes et pour les départements, c'est bien entendu d'ouvrir les écoles et les collèges pour les seuls enfants des personnels indispensables à la gestion de cette crise sanitaire. Et donc là, ils seront bien entendu au rendez-vous et c'est un travail considérable. Et pour ce qui concerne la région Bretagne, c'est la mise en œuvre du transport scolaire sur l'ensemble du territoire régional. Et donc nos cars rouleront dans la mesure de nos moyens, si tous les chauffeurs sont disponibles, s'il n'y a pas de malades et si on peut remplacer, mais les cars rouleront pour ces seuls enfants de manière à pouvoir les accompagner dans leurs établissements habituels. C'est un point important. Après, il y a le deuxième volet qui concerne la compétence régionale d'accompagnement des entreprises. Nous avons, aux côtés du ministre Le Maire, annoncé notre volonté d'accompagner les entreprises dans la période pour faire en sorte qu'à la crise sanitaire ne s'ajoute pas une crise économique majeure. Donc nous avons annoncé un certain nombre de mesures et parmi elles, l'accompagnement via la Banque publique d'investissement de fonds de trésorerie qui permettent aux entreprises de pouvoir bénéficier de fonds rapidement et j'ai envie de dire avec le minimum de textes et de documents à remplir de manière à pouvoir passer cette crise le plus vite possible. Voilà ce que je peux dire rapidement. Encore une fois, l'ambition, c'est que l'ensemble du service public, les hommes et les femmes qui travaillent dans les collectivités locales comme au sein du service de l'État ou de la fonction publique hospitalière, soient en équipe pour accompagner
l'ensemble de la population dans cette période forcément compliquée. Il faut que chacun assume ses responsabilités, il faut que chacun soit là au bon moment, au bon endroit. C'est ce que nous essayons de faire. C'est la même chose. TER et Bresgo classique roulent autant que possible. Et pour l'instant, je n'ai pas connaissance d'annulation. Là, je parlais des 3000 cars de transport scolaire. C'est des cars qui sont mis en place de manière précise juste pour le transport scolaire. 3000 tous les jours. Je les avais décommandés ce matin au regard de l'annonce du président de la République. Nous les avons recommandés ce midi. Ils seront là. Il n'y a pas de difficulté. Et comme j'avais annoncé que pour faire en sorte que nos entreprises restent présentes, nous étions présents pour payer les entreprises quoi qu'il arrive, les entreprises, il n'y aura pas de différentiel de coût pour la collectivité. Peut-être une question sur le commerce par précision, parce qu'on a aussi beaucoup de retours sur les discothèques, ces lieux de rassemblement. Des questions qui se posent, il y a des gens qui ont fermé les bars, les cinémas. L'arrêté qui est pris sur des rassemblements en dessous de 100 personnes. En milieu ouvert et clos. La règle est claire, la jauge est de 100. Si un cinéma dispose de 150 places, il peut rester ouvert à condition qu'il ne fasse entrer que 100 personnes. Mais les choses sont claires, 100, c'est 100. Pareil pour une discothèque. On ne ferme pas les lieux, en d'autres termes, on limite le rassemblement de personnes, on limite la densité, la promiscuité de personnes. On ne ferme pas les établissements. Mais vous avez raison de poser la question parce que plus la situation est anxiogène, plus grand est parfois l'emballement à aller plus loin que les mesures qui sont annoncées. Donc la jauge, c'est celle des personnes ensemble dans un endroit et ça n'est pas le bâtiment lui-même. Il y a aussi les accueils publics des mairies, des municipalités qui choisissent de fermer des accueils publics sur certains sites. Est-ce qu'il y a des... Eh bien, ils n'ont pas à le faire. Ils n'ont pas à le faire. D'ailleurs, à l'heure où nous nous parlons, nous sommes toujours sur un seuil de 1000. Nous sommes, encore une fois, c'est important que l'urgence à éviter la propagation du virus n'écrase pas l'état de droit. Et on est aussi en charge. C'est aussi pour ça que les manifestations revendicatives, elles ne sont pas frappées d'une mesure d'interdiction générale. Il s'agit de freiner la propagation d'un virus dont la morbidité est certaine dans une certaine partie de la population, mais qui est dans l'immense majorité des cas bénins. Et donc, il ne faut pas non plus prendre des mesures qui sont disproportionnées par rapport à ce qu'est la situation aujourd'hui. Donc je redis, que ce soit clair, ce qui est interdit, c'est des rassemblements de personnes, mais quand des lieux peuvent contenir plus de 100 personnes et qu'ils ont les moyens, évidemment, de filtrer et d'arrêter à 100, il en irait autrement de lieux qui n'ont absolument pas les moyens de filtrer. Exemple, tout un tas de manifestations qui fonctionnent sans billetterie et qui ne peuvent pas arrêter les flux de participants à 100. Propagation de la contamination en Bretagne, vous avez... Vous approchez pas trop de nous. Je m'écrase. Alors, je vais être très, très précis dans les chiffres parce qu'ils évoluent d'heure en heure par rapport à l'évolution. Pour mémoire, le premier cas avait été enregistré le 28 février dans la région et donc nous sommes à 157 cas qui sont enregistrés qui étaient enregistrés au niveau de la région à midi. Donc voilà, on est à ce chiffre-là à midi. Comme tous les jours, nous communiquerons et nous ferons un point de situation en fin d'après-midi. Donc le communiqué de presse pourra aussi préciser les évolutions par rapport à cette évolution dans les différents départements. Et comme vous le savez également, nous avons enregistré un premier cas un premier cas confirmé au niveau du département des Côtes d'Armor par rapport à la situation dans la région. Moi, ce que je veux dire, c'est que le système de santé est en lien avec les dispositions prises avec le recteur permettent de continuer à se préparer. Comme vous le savez, dès dimanche dernier, nous avons mis en préalerte les établissements dans le cadre d'un plan de continuité d'activité, les établissements de santé. Les EHPAD ont mis en place leur plan bleu le week-end dernier également, ce qui leur permet de se préparer aussi par rapport à ça. Et
et d'ailleurs je vais aller retravailler tout de suite après cette conférence, nous préparons aussi l'accueil dans les hôpitaux. Ce sont notamment les services de réanimation, même si la plupart des cas sont bénins. Il faut bien rappeler que 80% des cas ne posent pas du tout de difficulté en termes de prise en charge, mais on sait qu'on a quelques pourcents où il faut qu'on soit en capacité de mettre en œuvre, je dirais, le meilleur des services hospitaliers. Et donc, c'est pour ça que nous sommes en train de travailler pour permettre, par anticipation, d'augmenter les capacités de réanimation au niveau des établissements de santé. Donc, nous préparons ça. Et dernier point sur le système de santé, c'est l'ensemble de ce système de santé qui se prépare. Et c'est notamment aussi, je tiens à le souligner, les professionnels de santé de la ville, notamment les médecins et les infirmiers, qui se préparent, et nous travaillons activement avec eux pour justement permettre la prise en charge des patients au niveau des territoires et au niveau de la médecine de ville. Ça, c'est un point très important. Il y a des réunions très fructueuses qui se font, notamment parce que le Morbihan, par la force des choses, a été un peu en fer de lance par rapport à ça. Et par exemple, c'est notamment l'association départementale de la permanence des soins, l'ADOPS, qui travaille très activement en lien avec les hospitaliers pour organiser les choses. Vous avez par exemple le docteur Moser, qui est très impliqué pour commencer à organiser la prise en charge aussi des patients au niveau ambulatoire. Je crois important de souligner que sur le chiffre qui vous est donné, c'est un chiffre de stock total. Je crois important de souligner qu'il faut en soustraire tous les jours, y additionner des gens qui rentrent, mais en soustraire des gens qui rentrent chez eux dans un état de santé tout à fait satisfaisant. Donc le chiffre de 157 qui vient de vous être donné, il faut en soustraire une cinquantaine, soit pas près de 60. Alors c'était une cinquantaine, et on a une grosse cinquantaine en effet qui sont retournés à domicile parce que leur état de santé le permettait, et donc ils sont surveillés très étroitement à domicile et ils sont confinés. Mais en effet, Madame la Préfète, il est important de souligner que ce sont des personnes qui sont tout à fait en voie de guérison. Dans cette entreprise, il y avait des espaces communs avec d'autres entreprises et que les personnes contact du cas n'avaient pas été priées de rester chez elles. Enfin, elles avaient été priées, mais pas obligées. Donc, beaucoup de salariés s'interrogent. Je n'ai pas cette information précise que vous me donnez par rapport à cette entreprise. Ce que je souhaite rappeler, c'est que à chaque fois que nous avons un cas confirmé, donc des investigations se font. Et il est vrai qu'on regarde, on fait le tracing patient et on regarde quel a été le parcours du patient. Après, les médecins de l'ARS et de Santé publique France font une analyse du risque. Et donc, on peut avoir X cas contact dans son parcours parce qu'on est allé en effet travailler, faire ses courses au supermarché et ainsi de suite. En revanche, tous les cas que nous avons eus ne sont pas nécessairement des cas qui présentent un risque modéré ou élevé. Je rappelle qu'il faut passer plus de 15 minutes à moins d'un mètre pour que le virus soit susceptible de se propager. Donc c'est tout le travail qu'on fait pour pouvoir en effet à chaque fois regarder comment s'organisent ces cas contacts. En d'autres termes, nos spécialistes savent parfaitement, et c'est ce qu'ils font tous les jours depuis le début de la crise, apprécier si on présente un risque allant de quasi inexistant à élevé. Et donc il ne faut pas que les gens s'inquiètent en se disant je n'ai pas été pris en charge, parce que ce travail de recherche des cas contacts et d'appréciation du risque, il est fait systématiquement. Est-ce qu'il y a des services aujourd'hui où c'est un peu tendu dans les services de réanimation, de Morbihan peut-être, ou pas mal de cas? Est-ce que des situations plus compliquées que d'autres que vous avez à gérer? Alors, on suit quotidiennement et même plusieurs fois par jour les capacités de l'ensemble des services. Et donc, en effet, le centre hospitalier Bretagne-Atlantique de Vannes et d'Auray est plus particulièrement très fortement sollicité puisque nous sommes près d'une zone active de propagation du virus, et donc ils ont été fortement sollicités. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a d'ores et déjà de fortes collaborations qui se sont organisées avec la médecine de ville et aussi des solidarités entre établissements. Nous avons positionné le GHBS, le groupement hospitalier Bretagne Sud, l'hôpital de Lorient, en solidarité, et également le CHU de Rennes est mobilisé en appui. Donc
Donc, il y a aussi, on a mis les établissements en réseau pour que la charge qui incombe dans le cadre de cette épidémie puisse se répartir du mieux possible. Il est également prévu de faire des solidarités interrégionales par rapport aux prises en charge des patients. Je vous propose qu'on arrête là. Je voudrais dire... Non, il faut quand même qu'on aille gérer cette crise, chacun dans nos missions respectives. Je voudrais dire un dernier... Non, on va vraiment arrêter. Vraiment, il faut... Depuis ce matin, on est ou en visio ou en conférence. Je voudrais quand même dire un dernier mot. La décision a été prise par le gouvernement de maintenir les élections municipales. La décision a été prise après non seulement mûre réflexion, mais mûre et très... sérieuse consultation des spécialistes et des médecins. Et donc, il est clair que aller voter ne présente pas de danger. Il est toujours clair que porter un masque quand on n'est pas malade ou quand on n'est pas un personnel soignant pratiquant des gestes invasifs sur une personne malade n'a aucune utilité. L'ensemble des maires ainsi que le corps préfectoral ont reçu des indications très strictes, très précises, très opérationnelles par circulaire du 9 mars pour organiser les bureaux de vote, pour s'y assurer qu'il y a des points d'eau permettant de se laver les mains, là où ça n'est pas le cas, pour livrer du gel hydroalcoolique, pour pratiquer des files d'attente qui vont permettre de prioriser les personnes plus vulnérables que d'autres, et notamment les personnes âgées. Donc tout ceci est organisé, des schémas d'organisation des bureaux de vote ont été faits et envoyés aux maires. Par conséquent, je crois aussi important, parce que c'est vraiment la continuité de la vie de la nation, je crois absolument indispensable de passer le message suivant. Voter, y compris quand on est une personne âgée, ne présente pas de risque et il est indispensable d'aller voter parce que c'est la continuité de la vie de la nation et parce que toutes les précautions ont été prises. J'ajoute qu'il faut aller voter avec, si possible, ça évite le contact avec d'autres, son stylo bille bleu ou noir, de couleur bleue ou noire, et que quand on est un électeur dans une commune de plus de 2500 habitants, on a reçu avec le reste de la propagande électorale son bulletin de vote à domicile et que y aller avec son bulletin de vote plié permet de ne prendre que l'enveloppe, mais c'est déjà ça, de gagner dans les contacts. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous voulions vous expliquer. Bien sûr, nous vous tiendrons informés de toute